C'était une baronne, fille de l'aristocratie terrienne de la province, élevée parmi soies et cristaux. Mais lorsque les années s'écoulèrent et que son ventre demeura stérile, l'homme qui avait juré de l'aimer l'humilia de la manière la plus cruelle qu'il soit possible d'imaginer. Par une nuit de 1856, le baron Auguste d'Almeida de Prades prit une décision qui allait choquer toute la province. Il livrerait sa propre épouse à Benoît, un homme asservi sur ses terres, afin qu'il accomplisse ce que le baron n'avait pu, engendrer un héritier. Mais le destin en avait décidé autrement, et ce qui advint après cette nuit-là changerait à jamais le sens de la famille, de l'honneur et de la rédemption en cet empire. Il est si agréable de vous retrouver ici. Dites-moi comment vous allez aujourd'hui, d'où vous suivez cette histoire, et quelle heure il est chez vous à présent. Je suis ravi de votre présence ici, sur les terres fertiles de cette province du royaume, où l'or ne brillait plus comme au temps jadis, mais où les plantations promettaient de nouvelles richesses, se dressait l'imposant domaine Sainte-Eulalie. C'était l'année 1856, et, à l'intérieur de cette grande demeure, aux murs blancs et aux tuiles de terre cuite, vivait Béatrice d'Almeida de Prades, une femme de 26 ans dont le nom résonnait dans les salons de la haute société de la province, mais dont le cœur portait un poids qu'aucun bijou ne pouvait soulager. Ses cheveux châtains foncés tombaient en boucles élaborées, selon la mode de la cour. Ses robes venaient directement de Paris, et ses manières étaient impeccables, comme il convenait à une baronne. Mais rien de tout cela n'avait plus d'importance, car Béatrice portait une marque invisible que la société impériale considérait comme la pire de toutes les malédictions. Elle était stérile. Les années s'étaient écoulées depuis son mariage avec le baron Auguste d'Almeida de Prades, un homme de 40 ans, au corps lourd, aux moustaches fournies et aux yeux froids comme le marbre. Lorsqu'ils s'étaient mariés, elle n'avait que 18 ans, et il l'avait choisie non par amour, mais pour la pureté de sa lignée, fille du vicomte du Limousin, une alliance qui apporterait prestige et connexion politique. Les premières années, Auguste maintint les apparences, l'accompagnant au bal, aux messes dominicales dans la chapelle du domaine, aux soirées où l'élite des grands propriétaires terriens discutait de l'avenir de l'Empire. Mais à mesure que les années passaient et que le ventre de Béatrice restait stérile, le masque de civilité du baron commença à se fissurer comme de la vieille porcelaine. Ce matin de septembre commença comme tant d'autres. Béatrice brodant sur la véranda, tout en observant les esclaves travailler dans les plantations qui s'étendaient à perte de vue. Mais la routine fut brisée lorsque le docteur Félicien de Taverne, un médecin venu de la capitale, descendit les escaliers après l'avoir examinée pour la 10e fois cette année-là. « Madame Béatrice, dit-il, évitant son regard, tout en essuyant ses lunettes avec un mouchoir de lin. Je suis au regret de vous informer que ma conclusion demeure la même. Il n'y a aucun espoir que vous puissiez concevoir. C'est une condition que la science médicale ne peut encore remédier. » Les mots tombèrent sur elle comme du plomb fondu, non pas parce qu'ils étaient nouveaux, mais parce qu'elle savait ce qui allait suivre. Le baron Auguste l'attendait dans son bureau, ce sanctuaire masculin décoré de trophées de chasse et de portraits d'empereurs. Lorsque le docteur confirma le diagnostic, Auguste ne jeta même pas un coup d'œil à Béatrice. Il se contenta de hocher la tête, paya généreusement le médecin et attendit qu'il parte. Le silence qui suivit fut plus terrifiant que n'importe quel cri. « Béatrice, dit-il finalement, sa voix contrôlée mais empreinte de mépris, vous avez failli au seul devoir qu'une épouse a envers son mari. J'ai besoin d'un héritier. J'ai besoin de quelqu'un à qui transmettre mon nom, mes terres, mon héritage. » Elle voulut dire qu'elle souffrait elle aussi, qu'elle ressentait également le vide, de ne pouvoir engendrer la vie, mais les mots moururent dans sa gorge lorsqu'elle vit la froideur absolue dans ses yeux. Les jours qui suivirent furent une descente aux enfers. Madame Gabrielle, la mère du baron, une dame de 65 ans vêtue éternellement de noir depuis la mort de son mari, commença à faire des commentaires de plus en plus cruels pendant les dîners. « Un arbre qui ne donne pas de fruits doit être coupé »,
disait-elle, tandis que la servante personnelle servait le café. Un homme d'importance ne peut gaspiller ses meilleures années avec une femme stérile. Béatrice ravalait chaque insulte en silence, les larmes ne coulant que lorsqu'elle était seule dans ses appartements, tandis que Léa, sa fidèle servante personnelle, la consolait de mots doux et de tisanes apaisantes. Mais la véritable humiliation était encore à venir. Par une nuit d'octobre, alors que la pleine lune éclairait les champs de canne à sucre comme de l'argent liquide, le baron Auguste fit appeler Béatrice à son bureau. Elle entra, le cœur battant, pressentant que quelque chose de terrible était sur le point d'arriver. Il était assis derrière la grande table en palissandre, un verre d'eau-de-vie à la main et une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Un mélange de détermination et de ce qui semblait de la folie. « J'ai pris une décision », annonça-t-il sans préambule. « Vous me donnerez un héritier d'une manière ou d'une autre. » Béatrice sentit son sang se glacer. « De quoi parlez-vous, monsieur ?» Le baron se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant les quartiers des esclaves au loin, où de petits feux illuminaient la nuit. « Benoît, dit-il, c'est l'esclave le plus fort et le plus robuste de ce domaine. Il a 30 ans, un corps puissant, et il a déjà engendré 5 enfants avec différentes femmes dans les quartiers des esclaves. Tous ont survécu, tous sont forts. » Le cœur de Béatrice commença à battre si fort qu'elle crut qu'elle allait s'évanouir. « Vous ne pouvez pas suggérer. »« J'ordonne, » l'interrompit-il d'une voix d'acier. « Vous irez dans ces cases isolées au fond de la propriété. Benoît vous y attendra et vous ferez ce qui est nécessaire pour me donner un fils. S'il réussit là où j'ai échoué, qu'il en soit ainsi. Au moins, l'enfant portera mon nom, mon éducation, ma fortune. » Béatrice se retint à sa chaise pour ne pas tomber. « C'est une abomination. C'est contre toutes les lois de Dieu et des hommes. Dieu ne m'a pas donné d'enfant, » répondit Auguste avec amertume. « Alors je chercherai mon héritier par d'autres moyens. Vous irez demain soir, et ce n'est pas une suggestion, madame, c'est un ordre. » Et pour la première fois en 8 ans de mariage, Béatrice vit son mari tel qu'il était vraiment. Non pas un noble de l'Empire, mais un monstre prêt à sacrifier toute dignité humaine au nom de son orgueil et de son ambition. Ce que Béatrice ignorait, c'est que cet ordre cruel du baron allait déclencher une série d'événements qui transformeraient non seulement sa vie, mais aussi celle de Benoît, un homme qui portait des secrets que personne sur le domaine n'imaginait. Des secrets qui changeraient tout. Béatrice ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta assise sur son lit à baldaquin, toujours vêtue de sa chemise de nuit de lin blanc brodé, fixant le crucifix d'argent accroché au mur de sa chambre. Elle pria jusqu'à ce que sa voix soit rauque, demandant à Dieu d'intervenir, de changer le cœur de son mari, de faire quoi que ce soit pour lui épargner cette humiliation suprême. Mais lorsque le soleil se leva sur les collines de la province, peignant le ciel de teintes orangées et rosées, elle sut qu'aucun miracle ne viendrait. Léa entra, apportant le petit déjeuner, mais ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. « Oui, » murmura la servante personnelle posant le plateau sur la table. « J'ai entendu ce que le baron a ordonné. Tout le monde dans la grande demeure est déjà au courant. Mon cœur est brisé pour vous, madame. » Béatrice serra la main de la femme qui l'avait servie depuis son arrivée au domaine, en tant que jeune mariée. « Léa, que dois-je faire? Comment puis-je survivre à cela ?» La servante lui serra la main avec force. « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, madame. Vous devez savoir pour Benoît. Il n'est pas comme les autres. Il a de l'éducation, il sait lire et écrire. Il a été amené d'Afrique déjà adulte. On dit que là-bas, il était de famille noble, un prince de sa terre, avant d'être capturé et vendu. » Béatrice leva les yeux, surprise. « Un prince ?» Léa hocha la tête. « Il n'en parle jamais. Mais les anciens des quartiers des esclaves connaissent son histoire. Le baron l'a acheté il y a 10 ans lors d'une vente aux enchères à Paris. Il a payé une fortune pour lui, précisément pour sa force et son intelligence. Benoît est contremaître des plantations. Les autres esclaves le respectent non seulement pour son travail, mais pour sa dignité. » La journée s'étira comme une éternité.
Béatrice ne put manger, ne put s'acquitter de ses tâches habituelles. Elle erra simplement dans la grande demeure comme un fantôme, ressentant les regards pitoyables des servantes personnelles et les regards de mépris de Madame Gabrielle. Lorsque le soleil commença à se coucher, teignant tout de rouge sang, le baron Auguste apparut à la porte de ses appartements. « Il est temps, dit-il froidement. Allez maintenant et souvenez-vous, vous ne revenez pas à cette maison tant que ce que j'ai ordonné n'est pas accompli. » Les jambes tremblantes, Béatrice descendit les escaliers de la grande demeure, enveloppée dans un châle sombre qui couvrait sa simple robe. Léa l'accompagna à mi-chemin, où le sentier se bifurquait vers les quartiers des esclaves les plus éloignés. « À partir d'ici, vous devez y aller seule, madame, » murmura la servante personnelle, l'étreignant fort. « Mais sachez que je prierai pour vous toute la nuit. » Les cases isolées se trouvaient au fond de la propriété, loin des regards curieux. C'était une petite construction en torchis, avec une seule pièce, normalement utilisée pour ranger les outils. Mais cette nuit-là, une lampe à huile brûlait à l'intérieur, projetant des ombres dansantes à travers les fentes de la porte en bois. Le cœur de Béatrice battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Chaque pas vers cette porte semblait une éternité. Quand elle atteignit enfin l'entrée, sa main tremblait tellement qu'elle put à peine pousser la porte. À l'intérieur, assis sur un tabouret bas, se trouvait Benoît. Il se leva immédiatement quand elle entra et Béatrice fut choquée par ce qu'elle vit. Benoît était vraiment imposant, grand avec de larges épaules et des muscles définis par le travail acharné dans les plantations. Sa peau était noire comme de l'ébène poli et brillait à la lumière de la lampe. Mais ce qui la surprit le plus, ce furent ses yeux, des yeux intelligents, dignes et profondément tristes. Il ne la regarda pas avec luxure ou malice, mais avec quelque chose qui ressemblait à de la honte et de la compassion. « Baronne », dit-il d'une voix profonde mais éduquée, dans un français parfait, avec seulement un léger accent qui trahissait ses origines africaines. « Je vous demande pardon pour ce qui est sur le point d'arriver. Rien de tout cela n'est de votre faute, ni de la mienne, mais de l'homme cruel qui nous a placés dans cette situation. » Béatrice resta paralysée. Elle s'attendait à trouver un animal, comme son mari l'avait fait croire. Mais là, se tenait un homme parlant avec plus de noblesse et de compassion que le baron n'en avait jamais montré. « Vous savez lire et écrire ?» demanda-t-elle, sa voix sortant comme un murmure. Benoît hocha la tête. « Dans mon pays, j'étais Obafemi, fils de Lobadoyo, éduqué par des sages. J'ai appris 3 langues en plus de la mienne. J'ai connu la poésie, la philosophie, les histoires de mes ancêtres. Mais les marchands d'esclaves ne se soucient pas des titres quand il y a du profit à faire. J'ai été capturé pendant une guerre, enchaîné comme un animal, amené dans ce pays sur un navire où la moitié d'entre nous est morte avant de revoir la terre. » Des larmes coulèrent sur le visage de Béatrice. Elle comprit alors qu'il y avait plus d'une victime dans cette situation obscène. « Asseyez-vous, baronne, » dit Benoît gentiment, indiquant le seul tabouret disponible tandis qu'il restait debout. « Nous devons parler avant toute chose. Je ne vous toucherai pas contre votre volonté, peu importe ce que le baron a ordonné. Je préférerais mourir sous le fouet que de devenir complice de cette cruauté. » Béatrice s'assit, tremblant non plus de peur, mais d'émotion face à cette rencontre inattendue avec une véritable humanité. « Mais si vous ne faites pas ce qu'il ordonne, murmura-t-elle, il vous tuera. » Benoît sourit tristement. « Ah, baronne, je suis déjà mort. Le jour où j'ai été enchaîné, le jour où j'ai vu ma famille pour la dernière fois, le jour où je suis devenu la propriété d'un autre homme, je suis mort. Ce qui reste n'est qu'un corps qui travaille, qui obéit, qui survit. Mais mon esprit est déjà avec mes ancêtres. » Ces mots touchèrent quelque chose de profond dans l'âme de Béatrice. Elle aussi se sentait morte à l'intérieur. Elle aussi sentait que sa vie avait pris fin le jour où elle découvrit qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. « 2 morts vivants, murmura-t-elle, assis dans une case d'esclaves,
victime de la cruauté et de l'orgueil d'un homme. Benoît s'agenouilla devant elle, ses yeux rencontrant les siens avec intensité. « Baronne, j'ai une proposition. Quelque chose qui peut nous sauver tous les deux, et en même temps donner au baron exactement ce qu'il ne mérite pas. » Béatrice essuya ses larmes. « Que voulez-vous dire ?» Le plan que Benoît était sur le point de révéler était si audacieux, si impossible, qu'il allait changer non seulement leur destin à tous les deux, mais celui de tous ceux du domaine Sainte-Eulalie. Et le secret qu'il gardait sur une situation imminente changerait tout d'une manière que personne n'imaginerait. Benoît se leva et se dirigea vers la petite fenêtre de la case des esclaves, observant les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel sombre de la province. Quand il reprit la parole, sa voix portait le poids de longues années d'observation et de planification silencieuse. « Baronne, je connais ce domaine mieux que le baron lui-même. Je connais chaque recoin, chaque secret, chaque mouvement des gens qui vivent ici. Et il y a 3 ans, j'ai découvert quelque chose qui peut tout changer. » Béatrice se pencha en avant, son cœur s'accélérant avec un mélange de peur et d'espoir. « Qu'avez-vous découvert ?» Benoît s'assit sur le sol de terre battue. Maintenant, une distance respectueuse. Le baron Auguste a un fils. Béatrice faillit tomber de son tabouret. « Comment cela? Quel absurde propos! Il n'a pas d'enfant, c'est pour cela qu'il me fait cela. » Benoît secoua la tête. « Il a un fils, oui. Un petit garçon de 7 ans caché dans un domaine voisin. Son fils avec Marcel, une servante personnelle qui a servi dans cette maison il y a 8 ans, avant votre arrivée. Quand la jeune femme est tombée enceinte, le baron l'a renvoyée avec de l'argent, l'obligeant à garder le secret absolu. Mais je l'ai découvert parce que mon frère de la case des esclaves travaille sur cette propriété et a vu le garçon. L'enfant ressemble énormément au baron, on ne peut le nier. » Les mains de Béatrice tremblaient. « Alors tout cela est un mensonge? Il peut avoir des héritiers, il a déjà un fils et pourtant il m'humilie de cette façon ?» Benoît acquiesça gravement. « Mais le problème est que ce garçon est le fils d'une esclave. Selon la loi, l'enfant suit la condition de la mère. Même s'il est le fils du baron, le garçon est légalement un esclave. Il ne peut hériter de terre. Il ne peut utiliser le nom d'Almeida de Prades. Il ne peut occuper la place dans la société que le baron désire pour son héritier. C'est pourquoi il a besoin d'un fils légitime, né de vous, une baronne de pure lignée. » Béatrice sentit la colère monter en elle comme un feu. « Donc, je ne suis qu'un ventre à louer, une manière de blanchir son péché et de donner de la légitimité à ce qu'il veut vraiment. »« Exactement, » confirma Benoît. « Mais voici mon plan. Nous allons faire semblant de nous conformer à son ordre. Vous retournerez à la grande demeure demain. Nous dirons que nous avons fait ce qu'il a ordonné, et ensuite vous ferez semblant d'être enceinte. » Béatrice écarquilla les yeux. « Faire semblant? Comment vais-je simuler une grossesse pendant des mois ?» Benoît prit une profonde inspiration avant de continuer. « Léa vous aidera. Elle connaît des herbes qui font gonfler le corps, qui changent les humeurs, qui imitent les symptômes. Et quand le moment de l'accouchement viendra... » Il hésita, et Béatrice vit des larmes briller dans ses yeux pour la première fois. « Il y a une femme dans les quartiers des esclaves. Son nom est Joseph. Elle est enceinte de plusieurs mois. C'est ma femme. » Le cœur de Béatrice se serra. « Joseph est très malade, » continua Benoît, sa voix se brisant. « L'accoucheuse dit qu'elle ne survivra pas à l'accouchement. Le bébé peut naître à tout moment, peut-être cette semaine, peut-être demain. Et quand il naîtra... » Il ne put terminer la phrase, mais Béatrice comprit tout. « Vous voulez que je fasse semblant que l'enfant est le mien ?» murmura-t-elle. Benoît tomba à genoux, les larmes coulant sur son visage. « Baronne, mon enfant va naître esclave. Si c'est une fille, elle grandira pour être servante personnelle, pour servir, pour subir des abus. Si c'est un garçon, il grandira pour travailler sur ses terres jusqu'à sa mort, ou pire, être vendu lorsque le baron aura besoin d'argent. Mais si cet enfant est élevé comme votre fille, comme l'héritière de ce domaine, elle aura éducation, liberté et dignité. » Béatrice se leva, marchant de long en large dans le petit espace.
Mais le baron s'en rendra compte. L'enfant aura votre peau et vos traits. Ma mère était berbère, expliqua Benoît, capturée lors d'une guerre avant ma naissance. Joseph est mulâtre, fille d'un gentilhomme portugais et d'une esclave. Notre fils aura la peau claire, pas blanche comme la vôtre, mais assez claire. Avec les bons soins, avec la bonne histoire, cela peut fonctionner. Mais même si cela fonctionne, argumenta Béatrice, même s'il y croit, oh qu'est-ce que cela résout? Je serai toujours prisonnière de ce mariage infernal. Benoît se leva, sa voix devenant plus intense. Cela résout tout, baronne. Quand nous aurons donné au baron ce qu'il veut, quand il aura son héritier légitime, vous aurez du pouvoir, vous aurez sa gratitude, aussi tordue soit-elle, vous aurez un enfant à protéger, un but, et, plus important encore, mon enfant sera libre. Il grandira comme un gentilhomme, pas comme un esclave. Il aura éducation, mariage, avenir, et peut-être, juste peut-être, quand il grandira et découvrira la vérité, pourra-t-il changer les choses dans ce domaine? Pourra-t-il libérer d'autres personnes comme nous? Béatrice sentit des larmes couler sur son visage. Vous me demandez de mentir à Dieu, à la société, à tous. Je vous demande de sauver un enfant innocent, répondit Benoît d'une voix ferme. Je vous demande de donner à mon enfant la chance qui m'a été volée lorsque j'ai été arraché à ma terre. Je vous demande que quelque chose de bon naisse de cette horrible situation que le baron a créée. Je vous demande que Joseph, qui va mourir, sache que son enfant aura une vie meilleure. Le silence entre eux était dense du poids de la décision. Béatrice regarda cet homme, un prince transformé en esclave, un père sur le point de perdre sa femme et prêt à donner son enfant pour le sauver. Et elle pensa à elle-même, une baronne transformée en objet, une femme sans but hormis celui d'engendrer des héritiers. « J'accepte », murmura-t-elle finalement. « Je le ferai non pas pour le baron, non pas pour moi-même, mais pour cet enfant qui n'est même pas encore né, pour Joseph qui va mourir, pour vous qui méritez plus que ce monde cruel n'est prêt à donner. » Benoît tomba à genoux, non par soumission, mais par gratitude. « Que les ancêtres vous bénissent, baronne, vous venez de sauver mon enfant. » Béatrice l'aida à se relever. « Ne me remerciez pas encore. Cela peut très mal tourner. Nous pouvons être découverts, punis, tués. » Benoît lui tint les mains, un geste qui, dans tout autre contexte, aurait été impensable entre une baronne et un esclave. « Alors, nous mourrons en sachant que nous avons essayé de faire ce qui est juste, et c'est déjà plus que la plupart d'entre nous n'obtiennent. » Ils passèrent le reste de la nuit à planifier chaque détail. Comment Béatrice commencerait à montrer des symptômes de grossesse, comment Léa l'aiderait avec les herbes et les bandages qui feraient paraître son ventre plus gros, comment Benoît avertirait lorsque Joseph entrerait en travail, comment ils iraient chercher l'enfant au moment du prétendu accouchement de Béatrice. Lorsque la première lumière du matin commença à éclaircir l'horizon, Béatrice se leva pour partir. Benoît l'accompagna jusqu'à la porte. « Baronne » dit-il doucement. « Indépendamment de ce qui arrivera, sachez qu'aujourd'hui, vous avez montré plus de noblesse de cœur qu'aucun titre ne peut conférer. » Béatrice le regarda et, pour la première fois depuis des années, sentit quelque chose s'approcher de l'espoir. « Merci, Benoît, ou devrais-je dire Obafemi. Un jour, quand tout cela sera terminé, je veux entendre les histoires de votre terre, de votre peuple, de qui vous étiez avant tout cela. » Il sourit tristement. « Et je veux les raconter à quelqu'un qui écoute vraiment. Allez maintenant, avant que quelqu'un ne vous voie. » Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que quelqu'un avait été témoin de toute la conversation à travers les fentes de la case des esclaves. Et cette personne avait ses propres plans qui mettraient tout en péril d'une manière que ni Béatrice ni Benoît n'auraient pu imaginer. Madame Gabrielle était cachée derrière un vieux chêne près de la case des esclaves isolés. La vieille dame, insomniaque et pleine de curiosité morbide, avait suivi Béatrice la nuit précédente pour être témoin de son humiliation, mais ce qu'elle entendit à travers les fentes du mur de Torchis n'était pas ce qu'elle attendait. Elle entendit chaque mot du plan,
chaque détail de la conspiration, chaque secret révélé. Et lorsque le soleil se leva, elle retourna à la grande demeure avec un sourire cruel aux lèvres. Elle avait enfin ce dont elle avait besoin pour détruire cette bru qu'elle avait toujours méprisée. Mais Madame Gabrielle garda son secret comme un serpent garde son venin, attendant le moment parfait pour frapper. Pendant ce temps, Béatrice commença sa performance. 2 semaines après sa nuit dans la case des esclaves, elle annonça pendant le petit déjeuner qu'elle ressentait des nausées. Léa, en complice parfaite, confirma que la baronne ne pouvait retenir aucun aliment le matin. Le docteur Félicien fut de nouveau appelé et Léa s'assura qu'il trouva tous les symptômes nécessaires pour confirmer une grossesse. « Vous êtes enceinte, madame ?» annonça le médecin avec une surprise véritable. C'est un miracle de la médecine. Le baron Auguste reçut la nouvelle avec une satisfaction obscène. « Voyez, dit-il à Béatrice devant tous les domestiques, je savais que le problème ne venait pas de moi. Il suffisait de trouver la bonne solution. » Béatrice ravala sa colère et baissa les yeux avec soumission, jouant le rôle d'une épouse reconnaissante. Les mois s'écoulèrent lentement. Léa préparait les bandages qui faisaient le ventre de Béatrice grossir progressivement. La baronne portait des robes de plus en plus amples. Elle se déplaçait avec la prudence d'une femme enceinte, se plaignant de maux de dos et de pieds gonflés. Et dans les quartiers des esclaves, Joseph luttait pour survivre aux derniers mois de sa grossesse. La femme était de plus en plus faible. Elle toussait du sang, parvenait à peine à se tenir debout. Mais lorsque Benoît lui raconta le plan, elle sourit à travers la douleur. « Notre enfant sera libre, » murmura-t-elle, touchant son ventre gonflé. « C'est tout ce que je voulais, mon amour. C'est tout ce que je voulais. » Dans la nuit du 15 juin 1857, une terrible tempête s'abattit sur la province. Les vents hurlaient comme des âmes en peine. La pluie martelait les toits, et les éclairs déchirèrent le ciel comme des griffes divines. Ce fut cette nuit-là que Joseph entra en travail. Benoît courut jusqu'à la grande demeure, frappant à la fenêtre des appartements de Béatrice avec urgence. Quand elle ouvrit, il murmura seulement 2 mots, « C'est maintenant ». Béatrice commença à crier que les douleurs de l'accouchement avaient commencé. Léa courut à travers la grande demeure, avertissant tout le monde. Elle fit chercher Madame Jacinthe, la sage-femme du domaine, une femme âgée, à moitié sourde et à la vue faible. Mais avant que la sage-femme n'arrive, Léa courait déjà vers les quartiers des esclaves, où Joseph agonisait dans l'accouchement le plus difficile de sa vie. Le bébé naquit à 2 heures du matin. C'était une fille. Joseph eut la force de tenir sa fille une seule fois, de lui embrasser le front, de murmurer « Eulalie, sois libre, ma fille, sois libre. » Et puis elle ferma les yeux pour la dernière fois. Léa enveloppa le nouveau-né dans des linges propres et courut vers la grande demeure à travers la tempête. Le temps était essentiel. L'enfant devait paraître venir de naître des appartements de Béatrice. Quand elle entra par l'arrière de la maison, Béatrice était déjà au lit, gémissant dramatiquement. Léa plaça le bébé dans ses bras, souilla rapidement les draps avec du sang de poulet préparé, puis ouvrit les portes à Madame Jacinthe. La sage-femme entra en titubant, vit l'enfant dans les bras de Béatrice, entendit le faible pleur du nouveau-né et, sans examiner de très près à cause de sa vue faible et de la faible lumière des bougies, confirma « C'est une petite fille, madame ». Le baron Auguste entra dans la pièce avec une satisfaction évidente. « Enfin », murmura-t-il, regardant l'enfant que Béatrice tenait contre sa poitrine. « Enfin, j'ai mon héritière légitime. Comment l'appellerez-vous » Béatrice regarda la petite fille, si menue, si fragile, avec sa peau couleur cannelle claire et ses cheveux noirs humides, et murmura « Eulalie d'Almeida de Prades ». Et à ce moment-là, en tenant cet enfant contre son cœur, Béatrice sentit quelque chose qu'elle n'avait jamais expérimenté, un véritable amour maternel. Peu importait qu'Eulalie ne soit pas née de son ventre. Elle était sa fille, maintenant, et elle la protégerait de sa propre vie.
Mais depuis le couloir, observant tout avec des yeux pleins de malice, Madame Gabrielle attendait. 3 jours plus tard, alors que la grande demeure célébrait la naissance de l'héritière par un banquet pour les propriétaires terriens voisins, la vieille dame demanda à parler en privé à son fils. « Auguste » commença-t-elle avec du venin dans la voix. « Je dois te dire quelque chose au sujet de ta fille. Ce n'est pas ta fille, c'est la fille de l'esclave Benoît, une enfant esclave que ton épouse tente de faire passer pour une héritière légitime. » Le baron Auguste devint livide. « Que dites-vous, mère? C'est de la folie. » Madame Gabrielle raconta tout ce qu'elle avait entendu cette nuit-là dans la case des esclaves, chaque mot du plan, chaque détail de la conspiration. Le baron se leva, tremblant de colère, le visage rouge comme une braise. « Je vais tuer cette femme, je vais tuer cette esclave, je vais fouetter tous les esclaves de ce domaine jusqu'à ce que je découvre qui d'autre était au courant. » Mais avant qu'il ne puisse sortir du bureau, la porte s'ouvrit violemment. C'était Léa, suivie de 6 autres esclaves de la grande demeure, tous portant des documents. « Monsieur le baron, » dit Léa avec un courage qui surprit tout le monde, « vous devez savoir une chose avant de faire n'importe quelle folie. Nous savons pour votre fils avec Marcel, nous savons où il est, nous savons que vous avez payé de l'argent pour garder le secret. » Le baron pâlit. « Nous avons des preuves, » que continua Léa, posant les papiers sur la table. « Des lettres de vous à Marcel, des reçus de paiement, des témoins qui ont vu le garçon et confirment qu'il vous ressemble trait pour trait. Si vous exposez la farce de la baronne, nous exposerons la vôtre. Et alors toute la province saura que le grand baron Auguste d'Almeida de Prades a un fils esclave caché dans un autre domaine. Votre réputation sera détruite pour toujours. » Le silence dans le bureau était assourdissant. Madame Gabrielle regardait incrédule les esclaves qui avaient osé défier son fils. Auguste réalisa qu'il était acculé. S'il exposait Béatrice, il serait exposé lui aussi. S'il perdait sa réputation, il perdrait tout. Connexion politique, respect social, pouvoir. Alors, Léa joua sa dernière carte. « Mais il y a une solution, monsieur le baron. Madame Béatrice est prête à garder le secret de votre fils si vous gardez le secret du sien. Vous deux restez mariés. Eulalie grandit comme héritière légitime. Tout le monde garde les apparences et personne n'a besoin de savoir quoi que ce soit, à moins que vous ne préfériez que tout le monde sache tout. » Auguste regarda sa mère, qui pour la première fois de sa vie n'avait pas de mots. Il regarda les esclaves qui lui faisaient face avec dignité, et réalisa qu'il avait été vaincu par ceux qu'il avait toujours considérés comme inférieurs. « Sortez tous d'ici !» grommela-t-il finalement, « et que cela ne soit plus jamais mentionné. » Dans les années qui suivirent, le domaine Sainte-Eulalie connut une paix étrange. Le baron Auguste, humilié mais résigné, garda ses distances avec Béatrice et Eulalie. Il passa ses jours à boire seul dans son bureau, un homme vide qui avait tout mais n'avait rien. Madame Gabrielle, vaincue et méprisée même par son propre fils, qui ne l'écouta plus, devint de plus en plus recluse. Elle mourut 3 ans plus tard, seule et amère, sans personne pour la pleurer. Mais Béatrice s'épanouit en tant que mère. Eulalie grandit aimée, éduquée, entourée de soins. Benoît, libéré secrètement par Béatrice des années plus tard, mais restant sur le domaine par choix pour être proche de sa fille, enseignait à la jeune fille les histoires de ses ancêtres africains, les langues qu'il connaissait, la dignité qu'aucune captivité ne peut voler. À 10 ans, Lali lisait déjà en français et jouait du piano. À 15 ans, elle était connue dans toute la province comme la plus raffinée des jeunes dames. Et ce fut à 15 ans que Béatrice lui raconta toute la vérité. « Eulalie, ma fille, commença-t-elle un après-midi de printemps, il y a quelque chose que tu dois savoir sur qui tu es vraiment. » Et quand elle eut fini de raconter l'histoire, la cruauté du baron, la rencontre dans la case des esclaves, le plan impossible, Joseph mourant en accouchant, le sacrifice de Benoît, elle attendit, le cœur serré, la réaction de la jeune femme. Eulalie resta silencieuse de longues minutes. Puis elle se leva, serra Béatrice dans ses bras et murmura
Vous êtes ma mère en tout ce qui compte, et je promets d'honorer le sacrifice que Benoît et Joseph ont fait. Quand ce domaine sera le mien, je libérerai tous les esclaves. Je transformerai cet endroit en un symbole de liberté, non d'oppression. » Benoît, qui écoutait du couloir, pleura en entendant les paroles de sa fille. « Ma fille, murmura-t-il, vous êtes l'héritière dont ce pays a besoin. » Et lorsque le baron Auguste mourut des années plus tard, seul, méprisé même par ceux qui l'avaient autrefois craint, Eulalie d'Almeida de Prades hérita de tout et tint sa promesse. Elle libéra tous les esclaves, transforma le domaine Sainte-Eulalie en une communauté de travailleurs libres et salariés. Elle utilisa sa fortune pour soutenir la cause abolitionniste dans tout le royaume. Béatrice vécut pour voir tout cela et sut que cette terrible nuit dans la case des esclaves, cette décision impossible, avait abouti à quelque chose de magnifique. Une famille née non du sang, mais de l'amour. Une rédemption née non de la pureté, mais du courage de faire ce qui était juste, même lorsque tout semblait perdu. Cette histoire nous enseigne que la véritable noblesse ne réside pas dans les titres que nous portons ou dans le sang qui coule dans nos veines, mais dans les choix que nous faisons face à la cruauté et à l'injustice. Béatrice et Benoît, deux êtres humains brisés par un système cruel, ont trouvé en l'autre la force de créer quelque chose de beau, là où il n'aurait dû y avoir que de la honte. Ils nous montrent que la famille n'est pas seulement celle qui nous donne la vie, mais celle qui choisit de nous aimer inconditionnellement, et que même dans les situations les plus sombres, il y a toujours de la place pour l'espoir, la rédemption et l'amour véritable. Le plus grand héritage que nous puissions laisser n'est pas des terres ou des fortunes, mais des vies transformées par l'amour que nous choisissons de donner. Cette histoire vous a-t-elle plu? Laissez votre commentaire ci-dessous. J'apprécie de connaître votre avis sur ces récits de notre histoire. Une vidéo apparaît sur votre écran à présent. Cliquez dessus pour découvrir un autre récit incroyable de rebondissement et de dépassement de soi.